l'événement culturel de la Vaudoise Assurance en cet automne 2020. Cette année, nous ne pouvions pas maintenir le format traditionnel de la conférence au sens classique du terme, c'est-à-dire en présentiel, considérant la pandémie qui nous touche tous. Néanmoins, la commission artistique a souhaité maintenir ce rendez-vous important qui consacre au fond l'engagement fort de la société dans ce lien et ce dialogue entre l'art et l'entreprise. Donc nous avons opté pour un format digital sous la forme d'une conversation sur le thème du portrait qui sera en fait animé par Nathalie Herschdoffer et Anouch Abrar. Pourquoi la thématique du portrait ? Parce que c'est un sujet qui a été élaboré et commandité par la commission artistique à l'occasion d'une publication qui a célébré les 125 ans de la société à l'occasion de son jubilaire, donc qui a lieu cette année en 2020, où nous avons commandité 125 portraits au photographe Anouch Abrar de collaboratrices et collaborateurs de la société. Pourquoi prolonger ce thème ? Parce qu'il est révélateur, il a été révélateur tout au long de l'histoire de l'art et de l'histoire des images, d'une vision sur la société à la fois à caractère historique, sociologique, économique et artistique. Et dès lors, on vit aujourd'hui dans une société d'images où on sait que plus de 350 millions d'images sont chaque jour téléchargées sur Facebook. Et nous n'avons pas toujours les outils ou les moyens ou même tout simplement le réflexe d'analyser ce qu'est une image, d'analyser ce qu'est le portrait d'autrui, de soi-même, autour des notions d'identité et d'altérité. Ainsi, nous avons pensé qu'à travers une spécialiste de la photographie, historienne, et la pratique d'un artiste, célèbre portraitiste, nous aurions la possibilité justement d'ouvrir à des clés de lecture et de réflexion proactive, dynamique, et qui nous amène à une réflexion identitaire et à la fois altruiste, dans une époque où aujourd'hui on se voit principalement masqué, où les critères, je dirais, biologiques ou épidémiologiques priment sur le relationnel. Nous avons peut-être d'autant plus besoin de ces outils de réflexion et que l'acte artistique nous révèle avec un potentiel et une dynamique importante. Donc nous vous souhaitons de partager ce moment avec nous avec enthousiasme, j'espère, et surtout intérêt. L'histoire du portrait dans la photographie a vraiment une longue tradition et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde se photographie, si on pense à cette idée du selfie que nous pratiquons tous, eh bien la photographie, depuis son invention, elle s'intéresse au portrait. Je dirais même que le portrait existait bien avant la photographie, puisqu'au moment où la photographie est créée au XIXe siècle, c'est pas qu'il y avait un manque d'images. Il y avait des peintres, il y avait des dessinateurs, donc le portrait existait déjà. Mais il y avait toujours des attentes autour de la photographie, même au XIXe siècle. Si on va du côté des photographes de studio, ils se retrouvaient confrontés à des gens qui avaient des attentes par rapport à ce qu'ils allaient trouver dans le portrait pour lequel ils avaient payé. Et d'ailleurs, le photographe de studio, il gagnait sa vie par le portrait. Donc il y a une vraiment longue tradition. Et les enjeux qu'on trouve autour du portrait photographique aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas si différents des enjeux qu'on trouvait au XIXe siècle. L'attente que nous, en posant devant un photographe, que nous avons face à notre propre image, souvent il y a de la déception, souvent on n'aime pas trop ce qu'on voit. On dit qu'on n'est pas photogénique. Et au XIXe siècle, on sait que dans l'histoire de la photographie, on a tout à fait ce type de réaction qui apparaît. Alors qu'on est à une époque où on n'a pas l'habitude de se voir dans le miroir, puisque le miroir va entrer dans les maisons à la fin du XIXe siècle, au cours du XIXe siècle, et seulement dans les maisons des personnes
qui ont de l'argent, les bourgeois. Donc il y a vraiment des liens intéressants entre ce miroir qui nous projette une image et puis ce miroir qu'est la photographie et qui nous présente ce portrait fixe. Alors, le choix de faire des portraits, finalement, il est assez simple parce que j'aime les personnes. Je suis attiré par eux, je suis attiré par leur visage et j'ai besoin d'une présence en photographie. Je ne suis pas quelqu'un de solitaire. Alors, je pourrais être solitaire dans ma manière de travailler, mais j'ai besoin de contact. Et en fait, la photo même, le fait que j'ai pris la photographie, c'est pour m'approcher des gens et de rentrer dans leur intimité. Encore un coup. Souriez. Avec les yeux, souriez, voilà. Ah, bien. Je dirais que chaque portrait que j'ai pris me marque. En fait, je n'oublie pas la personne que j'ai photographiée. C'est vraiment gravé dans ma mémoire, une fois pour toutes. Quand une photo elle devient vraiment très très forte, j'ai l'impression qu'elle ne m'appartient plus. Donc c'est vraiment la recherche d'une relation, si on veut, à chaque fois. J'essaie de ne pas donner une différence. Je fais attention qu'à chaque portrait, je me donne la même intensité. Le portrait de commande, il aura plus de contraintes de toute façon. On est payé pour faire quelque chose, on est payé pour un résultat. Mais des fois, il y a des portraits de commande pour des magazines, comme une série éditoriale, qui donnent un espace de liberté. Et du coup, j'essaye de m'enfiler dans cet espace de liberté, de créer une image d'art. Je prends par exemple l'exemple du portrait de Kofi Annan pour je crois que c'était le magazine Die Zeit. L'espace de liberté, il était assez grand, mais je devais avoir les yeux de Kofi Annan fermés pour ce portrait. Mais tout le reste, j'étais libre. Et donc du coup, je savais déjà à l'avance ce que j'allais faire avant de faire ce portrait. Mais qui a défini que Kofi Annan ait les yeux fermés ? En fait, chaque célébrité ou chaque personne interviewée devait parler de ses rêves. Et donc, chaque fois, d'une certaine manière, il devait avoir les yeux fermés. On ne sait pas à ce moment-là que ça va être une image importante. On ne s'en rend pas compte, c'est des choix qu'on fait nous. Et sur le moment, on se dit « Waouh, cette image, elle est différente ». L'alchimie a pris, les ingrédients fonctionnent et boum. Regarde-moi. Ah, ça c'est très très bien. En tant que commissaire d'exposition, c'est un peu notre responsabilité en organisant des expositions, notamment dans un musée, de se dire tiens, on va mettre telle photographie sur les murs d'une exposition, donc quelque part on change le statut. La photographie, la plupart du temps, on ne la prend pas dans un objectif artistique au niveau du pourcentage. Je pense que c'est un tout petit pourcentage de photographies qui sont faites vraiment avec une intention derrière, qui serait celle d'un artiste. Tout à l'heure, tu parlais du portrait de Kofi Annan. C'est une commande d'un magazine, donc on est dans le cadre d'un magazine. Un magazine, ce n'est pas un objet artistique. Un magazine, on est là, on l'a entre les mains, on regarde, on tourne les pages et on le jette généralement parce qu'on sait que la semaine suivante ou le mois suivant, on a un nouveau numéro entre nos mains. Donc le magazine lui-même n'est pas un objet qu'on conserve. Et ce même portrait va se retrouver sur les murs d'une exposition. Ce que j'observe, c'est que de manière générale, il y a une sorte de patine du temps qui nous aide à déplacer des photographies. Par exemple, si on imagine un portrait fait au XIXe siècle, si aujourd'hui on le montre, on va le trouver peut-être artistique parce qu'il y a eu ce passage du temps. Et c'est vrai qu'il y a des photographies, quand on enlève le contexte, changent de statut. Il est vrai que certaines images, quand on les emballe, c'est vraiment un bel emballage, de l'encadrer, et puis de mettre un passe-partout, de mettre un verre musée, ça lui donne un autre statut. Le portrait, en fait, me dit qu'il a un autre statut. On sent qu'elles sont faites pour être
mises au mur. Je prends pour exemple, c'était la série des Chérubins. Ce petit gamin tout nu, il avait 17 mois, sur fond noir, au moment où je l'ai fait. Mais vraiment, ça veut dire, c'est 3 minutes, 4 minutes. Ce petit gamin m'a donné environ 20 secondes, 25 secondes, où son regard a changé. Il y a eu un truc qui s'est passé à ce moment-là. Et à ce moment-là, moi-même, j'ai été figé, j'ai fait la photo, et je me suis dit, waouh, il s'est passé un truc. Je suis rentré à la maison et je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi cette photo? Ouais, il devait être mis au mur, celui-ci, mais effectivement, il m'arrive aussi de prendre aussi des portraits, les encadrer juste pour voir quel statut ils ont. Et aussi voir la taille. Parfois, certains portraits, certaines photos, certains portraits ont besoin d'être plus agrandis, d'autres ont besoin d'être rapetissés, d'autres ont besoin d'espace blanc pour pouvoir un peu respirer. Et c'est le rapport entre l'image et l'objet qui va devenir un objet finalement. Tu ne crois pas que c'est aussi le fait de quitter la personne elle-même? C'est-à-dire que oui, dans un magazine, on te demande de faire un portrait d'une personnalité, donc on a quelqu'un de très spécifique. Mais au moment où on voit ce même portrait sous cadre et au mur, quelque part, on quitte cette personne-là. Et ce visage va peut-être nous parler de manière plus générale de l'humain. Tu parles de ce chérubin. Alors oui, on a vu dans l'histoire de l'art les portraits du petit Jésus. On a toute une culture dans la peinture occidentale de ce bébé nu. Mais quelque part, ce moment dans l'image va peut-être nous transporter aussi dans une tradition occidentale de peinture. Et puis, ce petit bébé va signifier bien plus que ce petit garçon qui a été photographié. Et on va quitter l'individu, en fait. C'est inconscient. D'ailleurs, souvent, ça m'arrive de faire des choses de manière instinctive. Je le fais et j'en trouve la raison une fois à la maison, une fois que j'ai quitté la personne. Et je me dis, ah tiens, j'ai fait ça parce que, ah tiens, j'avais vu ça, cette lumière-là m'avait plu. Et sur le moment, ça s'est fait tout seul. C'était le bon moment. Puis aussi, on ne sait jamais non plus ce que le regardeur va penser, parce que évidemment, c'est un autre individu qui a un autre puzzle dans sa tête aussi, et qui a vu d'autres choses, et qui va recevoir l'œuvre aussi avec son propre vécu. Effectivement, oui. Mais tu vois, quelque part, il y a des œuvres qui sont clivantes. Les gens vont le détester, les gens vont l'adorer. En fait, je pense qu'il faut que ça soit comme ça. Une image qui ne provoque rien, il disparaîtra de toute façon. Et c'est peut-être un peu ce qui se passe d'ailleurs maintenant. Il y a tellement d'images. Je me demande toujours comment on fait pour le fixer dans notre tête. Parce qu'on voit beaucoup trop d'images. C'est vrai que j'observe une pression aujourd'hui sur les photographes professionnels quand on pense au nombre d'images qui sont prises. Tout le monde est photographe, tout le monde a en permanence un appareil photo entre les mains, tout le monde fait de la photo et se prend en photo. Et je pense que les étudiants en photographie aujourd'hui se retrouvent avec cette donnée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement l'autorité aujourd'hui. Moi, je suis un photographe professionnel et les images que je vais produire sont les images qui vont rester. Puisqu'aujourd'hui, on se dit que tout le monde peut produire des images. Il faut penser que dans les générations précédentes, certainement, en tant que photographe professionnel, on devait se sentir un peu protégé par rapport à ces photos de famille qui restaient que dans les albums. Moi, en tant qu'historienne de la photographie, c'est vrai que je compte sur les artistes de nous produire des images qui vont au-delà de ces images qu'on va peut-être voir sur les réseaux sociaux, mais qu'on peut oublier instantanément, puisqu'on doit produire les images de notre époque. Il y a une nécessité de laisser des images. La difficulté, c'est lesquelles vont rester, en fait, alors qu'on ne peut plus ignorer toutes ces images qui sont produites par chacun d'entre nous. Ça doit faire quoi, 16 ans que j'enseigne. Dès le début, je me suis quand même fixé quelque chose. Ça veut dire que je sais que
je peux les influencer. Et je fais en sorte, le moins possible, de les influencer avec mes propres envies. J'ai assez vite compris que j'étais un tuteur pour une petite plante et qu'ils vont se pencher, ils vont essayer d'aller, ils vont pousser de tel ou tel côté. Et en tant que tuteur, j'essaye de les aider à grandir. Surtout à l'heure actuelle où il y a énormément de musique et il y a énormément de photographie, comme à l'image de la musique, le photographe devra avoir une interprétation, soit de quelque chose qu'on a déjà vu, qui fait partie de notre culture universelle, soit de quelque chose de complètement nouveau. On va dire, waouh, c'est quoi cet extraterrestre? Moi, évidemment, je vois des images, j'en ai vu d'autres. On a un langage, on a une culture artistique, on a un œil qui est plus avisé qu'une personne lambda, mais une personne lambda pourrait aussi juger. Plus elle le fait, plus elle deviendra douée, plus son œil va être affûté, plus elle ira voir d'expositions, plus elle aura de connaissances. Finalement, c'est de cette manière que j'essaye d'enseigner, en fait. C'est une question qui m'est souvent posée à moi en tant que, justement, personne travaillant dans les musées, ou comment on fait pour choisir quand il y a autant d'œuvres qui existent, autant de photographies. Il y a une pression qui est donnée à ces jeunes artistes, mais que tu dois ressentir aussi, c'est comment inventer quelque chose de nouveau aujourd'hui alors que tout semble exister. Et je crois que le mot que tu utilises, l'interprétation, est un mot juste, parce que finalement, il n'est pas demandé d'inventer quelque chose de nouveau, parce qu'on croit qu'on doit être original, on croit qu'on doit être différent des autres, mais en réalité, on peut partir du principe que peut-être tout a été déjà fait, mais comment, à partir de là, on va trouver sa voie, son chemin, qui est forcément un chemin individuel. Oui, mais ça n'a pas besoin d'être très créatif, ça n'a pas besoin d'être une révolution. Une simple variation, un autre regard très léger peut toucher une personne. C'est une autre interprétation. C'est intéressant aussi de se poser la question sur la personne qui pose. On a parlé de l'écrivain, on a parlé de Kofi Annan, on a parlé des politiciens. Donc voilà, là on est plutôt dans des figures assez fortes. Mais quand on est en face d'une personne qui est vulnérable, et c'est vrai que là il y a des enjeux intéressants autour du portrait photographique. On veut se dire que la personne qui la photographie, déjà, elle a une certaine autorité. Le fait d'être là, amené à prendre une photo, est-ce qu'on ose dire non? Est-ce qu'on se trouve dans cette position de force, en dire non, je ne veux pas être photographiée dans ce moment-là parce que je suis vulnérable. Et puis en même temps, il y a la question au moment où le portrait existe, comment ce portrait va vivre. Je trouve que c'est une question primordiale en fait pour le photographe, parce qu'il a un vrai pouvoir aussi à ce moment-là entre les mains qui lui est donné. Et qu'est-ce qu'on donne, puis qu'est-ce qu'on en fait aussi de l'image qui nous est donnée. Oui, je pense à la série de Richard Avedon. Richard Avedon, ce photographe de mode très connu, l'un des plus grands photographes du XXe siècle, qui a fait beaucoup de portraits, puis qui a photographié les plus grandes célébrités, qui savaient pourquoi il posait. Et il a fait une série très forte de portraits de son père sur ses dernières années de vie. Donc c'était vraiment des portraits de face, sur fond neutre, d'un très vieux monsieur. Alors oui, on sait qu'il s'agit de son père, mais en réalité, quand on se trouve confronté face à ces portraits, c'est égal de savoir que c'est le père du photographe. Il se passe tout autre chose. Et ces portraits de cette personne âgée, finalement, sont très touchantes parce qu'elles nous parlent aussi de la fragilité du corps, de cette vieillesse du corps, de cette vulnérabilité du corps. Et je trouve que c'est très intéressant pour un photographe aussi de voir comment on va réagir par rapport à ces différentes personnes qui peuvent poser en face de nous et qui vont dégager une grande fragilité. Et derrière chaque image, il y a un récit. Absolument. Et ce récit, il est du côté de celui qui fabrique l'image, celui qui vient et qui pose pour le photographe, puisque là aussi, on a un certain récit.
il y a une narration qui va se mettre en place, et puis après, il y a le récit que celui qui regarde l'image va imaginer aussi de son côté. C'est peut-être ça, cette différence, c'est que souvent, on est désarmé face à ces images que nous voyons, on ne se rend pas bien compte, ou on les regarde sans vraiment prendre le temps de penser à tout ce que cela implique, ou tout ce qui est construit, parce que finalement, un portrait photographié, ça se prépare aussi, et puis c'est un choix d'un certain lieu, de certains accessoires. Tout ça est pensé en amont. Les choses, elles ne se font pas par hasard. Et ces objets ou ce lieu, ça va raconter quelque chose aussi en plus de la personne qui pose. Ça raconte, effectivement, une image raconte une histoire, mais je pense qu'il y a, je séparerais des catégories. Par exemple, tu as l'image qui est juste impactante, qui provoque une émotion. Souvent, on pourrait dire, c'est le street photographie ou d'autres images qui sont un instantané, qui disent « Oh, cette image est très très belle ». D'autres images, elles racontent une histoire, on comprend à travers la série. Certaines images, on la comprend avec le titre de l'image, et certaines images, il faut une explication, et du coup, l'image prend encore plus d'importance. C'est la force, en fait, de la photographie, c'est vraiment tout raconte une histoire et génère une émotion. Alors, le protocole de travail pour cette grande série, parce que 125 portraits, c'est très très long, c'est d'unifier l'ensemble. Alors, unifier l'ensemble, il y a la règle finalement, une des règles, c'est d'enlever les couleurs, parce que ça permet d'éviter qu'en fait l'habit de l'un va venir brouiller la lecture d'une autre image avec l'habit de l'autre. Donc déjà, le noir et blanc, ça unifie, ça met tout au même niveau. Deuxième protocole, c'était des portraits carrés, parfois rectangles, horizontal, rectangulaire, mais le carré, c'était une évidence parce que tout est centré sur l'humain. Ça veut dire que quand tu as un portrait carré, le personnage prend 2/3 de l'image. Les mains, les épaules, il y a une notion de distance qu'il fallait à peu près respecter. Certaines personnes, il fallait s'approcher, d'autres personnes, il fallait reculer parce que le corps réagit d'une certaine manière. Donc, disons que je me suis adapté plus sur, on peut dire, les visages, les corps, des détails. Et des fois, il n'y a rien. Le corps parle tout seul. Un visage droit, comme il y en a eu certains, ça suffit pour comprendre, pour tout d'un coup générer une émotion. On se dit, waouh, ce portrait est beau. Ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, le projet, on est face à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de poser pour le photographe, ou peut-être très peu l'ont fait auparavant. C'est quand même un exercice très singulier, d'être là, entouré de lumière, un appareil photo qui est bien différent du téléphone qu'on a l'habitude de voir. Enfin, il y a une sorte de solennité qui est donnée au portrait et qui va forcément, à mon avis, influencer la façon dont la personne va se tenir. Je trouve que c'est un travail remarquable quand je vois la variété en fait de personnes qui posent, sachant, venant complètement de l'extérieur, je ne connais pas ces gens, je ne connais pas leurs fonctions, je ne connais pas leurs prénoms, je ne sais pas qui ils sont dans la vie. Et finalement, je trouve que le côté humain est très fort. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du respect que tu donnes à chacune et chacun. Je trouve que la façon dont tu les regardes, dont tu les valorises, il y a un grand respect pour l'humain qui se trouve devant l'appareil. Eh bien, je trouve qu'en tournant les pages de ce livre, en regardant, en observant ces portraits, on peut se raconter aussi son propre récit sur ces personnes-là. Mais je pense que c'est la meilleure explication qu'on ait pu faire. Tu as lu en moi. Bon, alors tant mieux. Mais vraiment, les mots que tu as choisis sont justes. C'est rassurant. J'ai vraiment...
En fait, je les ai vraiment guidés, pas à pas, avec leur rythme. Ça veut dire, chaque personne qui rentre dans cette pièce, c'est énorme, hein, les lumières sont grandes, l'appareil est impressionnant. Et certains, c'est plus facile parce que soit ils ont eu une expérience photographique, soit ça ne les impressionne pas plus, soit ils viennent pour l'expérience, donc ils sont contents. Et d'autres, c'est une timidité absolue. Et chaque personne a son rythme. Et c'est pour ça qu'il y avait un temps de 5, 15 minutes, voire 20 minutes parfois. Mais des fois même, en 1 minute, c'était réglé. Hein. Mais je prends le temps, j'essaie d'être doux, j'essaie d'être drôle. Je m'intéresse à eux réellement. J'ai besoin de savoir qui ils sont, combien de temps ça fait qu'ils travaillent là. À travers ce livre, j'ai pu faire une sorte d'audit de l'entreprise, quelque part, parce que j'ai remarqué que tous sont contents d'être ici. Et du coup, à partir de là, ça permet aussi de les orienter et je les guide. Et ces années d'enseignement m'aident en fait à leur montrer une petite partie de qu'est-ce qu'un portrait d'art. Et c'est très beau de voir quand ils comprennent. Et c'est très beau encore quand eux choisissent un portrait que je n'aurais pas choisi, par peur que ça soit trop loin de lui. Et c'est là qu'on voit des gens qui sont... soit ils se retrouvent, ils se voient comme ils se voient, ou alors ils voudraient se voir d'une autre manière, et c'est ma manière, ma vision qui leur plaît. Et ça a toujours été, on va dire, cette paire qui a fonctionné durant cette série, en fait. Parce que tu dis intéressant, parce que ça montre bien qu'il y a un jeu entre le photographe et le sujet, le modèle. Donc il faut composer forcément avec ces personnes-là, hein, puisque chaque fois, ça va être une expérience différente. Oui. Il y a une sorte de donnant-donnant hein, pour que le résultat puisse avoir lieu. Et puis après, il faut accepter des deux côtés que finalement, le résultat va aussi nous échapper et qu'on va donner au monde quelque chose qui aura une vie propre. À l'ère de cette image omniprésente, on peut se poser la question, en effet, de quelle image va rester de notre période, de ce moment, puisque chaque société produit les images de son époque, sachant que ces images, eh bien, elles ne sont pas gravées sur les murs de la grotte. Ouais. Est-ce que vont-elles résister avec le temps? Ces images, elles sont là, elles flottent sur cet Internet. Il y a quelque chose... elles semblent là pour toujours. On nous fait croire qu'elles vont être là pour toujours, mais en même temps, elles ne sont pas palpables, elles ne sont pas imprimées sur papier, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Dès qu'on imprime, dès qu'on fait un objet, dès que c'est un tirage ou imprimé sur un papier, même dans un livre ou dans un magazine, quelque part, ça reste peut-être plus longtemps. Pour moi, l'historienne de la photographie, c'est très difficile de pouvoir dire qu'est-ce qui va rester. On n'en sait rien. Il y a cette tentative encore pour nous, autant nous les historiens, de faire des livres, de faire des expositions, donc de produire des vrais objets physiques. Et puis, en même temps, on sait que la plupart des images, elles restent virtuelles. Leur vie n'est que virtuelle. À l'histoire de la photographie, il y a bien sûr des négatifs, mais finalement, ce qui reste, c'est les tirages. C'est l'image que le photographe a bien voulu tirer, en faire un tirage sur papier. Et ces négatifs, ils sont un autre statut. On peut les oublier. Donc, est-ce que ces images virtuelles ont un statut où on va les oublier et certaines vont rester? Pour moi, c'est très difficile de répondre à cette question. C'est vraiment une grande question. Tu parlais d'ailleurs des négatifs. C'est quand même un objet qui reste. Parfois, on reprend les négatifs des photographes. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de contre-coup qui est en train d'arriver aussi, où des photographes reviennent au film parce qu'ils ont envie de ralentir en fait ce processus, de créer de la magie, créer du mystère. J'ai vu d'ailleurs, tu prends un exemple, j'ai vu dans la presse qu'aux États-Unis, typiquement, le vinyle, c'est plus vendu que le CD. Parce que les gens
ont envie de matérialité, ont envie d'avoir un objet. Du coup, la seule manière finalement, en tant que photographe, je pense que le livre, moi j'ai vraiment un amour du livre, hein. Je pense que le livre va perdurer. Je pense peut-être qu'il y aura même un retour assez fort de ça. La construction d'un livre est devenue aussi plus raisonnable, même beaucoup plus accessible. Les gens auront envie de matérialité, puisque tout deviendra virtuel aussi. Une photo au mur encadré, tu as envie de le posséder. Ce que tu dis sur les livres me fait penser à cette idée de l'album de famille, puisqu'aujourd'hui, avec le numérique, on photographie en permanence notre quotidien, mais nos enfants qui grandissent. Et finalement, on n'a plus les albums qu'on avait auparavant, où on pouvait retrouver plusieurs générations plus tard l'album d'un grand-père, d'une grand-mère. Et finalement, c'est parce qu'on a l'album entre les mains qu'on peut voir les photographies. Aujourd'hui, tout reste sur nos téléphones, nos ordinateurs. Mais dans 50 ans, est-ce qu'on aura encore accès à ces images-là? Le statut de la photo était extrêmement important. Il y avait une étude il y a des années qui disait, ça m'avait passionné, en cas de feu, la première chose qu'une personne va prendre chez elle, c'est les albums de photos. Maintenant, en cas de feu, la première chose qu'ils vont prendre, c'est leur téléphone. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le statut de la photo a changé. Avant, la photo était beaucoup plus importante parce qu'elle représentait l'histoire. Là, maintenant, le téléphone représente, on va dire, l'entité d'une personne. Ce n'est pas que la photo, c'est son entier, c'est une extension de lui. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, je me pose des questions. La photo a perdu cette force qu'elle avait, et maintenant, c'est le moi qui est sauvé. Et je me dis, est-ce qu'elle va retrouver ce statut? Je ne sais pas. C'est des questions à se poser.